Bonjour à tous et bienvenue à ce nouveau webinaire sur les métriques de test et sur les métriques de test pragmatiques. Vous vous souvenez, Tesco est votre spécialiste en transfert de connaissances dans les tests de logiciels. Je vous propose le mode de fonctionnement suivant. Premièrement, tous les micros vont être coupés, sauf le mien, bien entendu, et vous avez la possibilité de lever la main pour poser des questions. Les questions seront traitées en fin de présentation. Alors, ce webinaire devrait durer une cinquantaine de minutes, plus bien entendu le temps de répondre à toutes vos questions. Je vous propose l'agenda suivant. D'abord, une introduction portant sur les objectifs et la définition des divers métriques de test, et bien entendu de ce que c'est qu'une solution pragmatique. Ensuite, l'utilisation de métriques pour la planification, la manière de concevoir ces métriques et de les mesurer, de manière à ensuite faire un reporting efficace, détaillé, permettant d'identifier les tendances, les évolutions et le mode de reporting. Nous verrons ensuite les aspects d'utilisation du reporting pour ces métriques, tels que de la prise de décision sur le projet, voire de l'amélioration des processus, de vos processus de test de façon à être plus efficace. Ensuite, nous terminerons par une conclusion rapide et la session de questions-réponses. Une question qui se pose extrêmement fréquemment est de savoir le nombre de défauts qu'il y a dans un produit et le temps qu'il faudra pour corriger ces défauts. Si nous partons d'un exemple de 1000 points de fonction, soit un programme Java de 53 000 lignes environ, nous devrions avoir en moyenne aux alentours de 4000 défauts. Selon les calculs, on devrait tourner aux alentours de 3975 défauts initiaux. Alors ce sont tous des défauts qui ont été injectés par des erreurs ou des méprises dans les diverses étapes de la conception du logiciel, selon les taux qui sont indiqués dans la colonne de gauche. En fait, ces données proviennent de divers échanges avec Capers-Jones et de plusieurs ouvrages tels que Applied Software Measurement, Estimating Software Cost et The Economics of Software Quality de Capers-Jones et d'Olivier Bonsignour. Capers-Jones a, depuis plus d'une trentaine d'années, comptabilisé et regrouper des données statistiques sur 23 000 projets. Et donc, on a une information qui est statistiquement valable. Il est évident que les défauts vont provenir initialement, bien entendu, de problèmes d'exigence, par exemple, tel qu'on peut le voir ici, à raison de 9,58%, donc à peu près 380 défauts. Mais on peut aussi avoir des problèmes d'architecture, des problèmes de conception, c'est-à-dire d'analyse générale et d'analyse détaillée, des problèmes de codage, à raison de 663 défauts, ce qui est relativement important, bien entendu. On peut aussi avoir des soucis, des défauts dans nos tests. On peut bien entendu avoir pour les gros programmes des problèmes de documentation, des problèmes de base de données. Ces informations étaient généralement peu ou mal représentées. Maintenant, nous avons identifié, ça fait quand même un montant extrêmement important de 911 défauts, soit près de 23% de défauts dans les bases de données, des défauts dans les sites web, bien entendu. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que nous avons aussi des défauts qui sont réinjectés ou recréés par les développeurs quand ils corrigent des anomalies. Donc, dans ce cas-ci, ce sont les aspects de bad fixes, les mauvaises corrections. Eh bien, dans 7% des cas, une anomalie corrigée va réintroduire des défauts ou de nouveaux défauts. Alors, bien entendu, le type du produit, la taille du produit, la complexité, les compétences de l'équipe, voire les processus de développement
auront une influence sur le nombre de défauts qu'on va introduire. Les données que nous avons portent sur des informations relativement récentes aussi, donc cela comprend à la fois des projets en type agile et des projets en type, je dirais, séquentiel. Maintenant que nous savons à peu près le nombre de défauts dans le logiciel, il nous faudra mesurer la durée de correction de ces défauts et, bien entendu, évaluer les techniques qui sont les plus efficaces. Alors, avant de parler de techniques de test, et bon, vous les connaissez toutes, il y a toutes les techniques de l'ISTQB par exemple, il serait quand même plus intéressant si nous avions la capacité d'éviter d'introduire des défauts. Il y a des techniques spécifiques qui évitent l'introduction de défauts dans le logiciel, par exemple des revues de code, revues d'exigence, voire des analyses de code avec de l'analyse statique. Et certaines de ces techniques sont extrêmement efficaces. Je regarde par exemple les techniques d'inspection, les techniques d'analyse de code ont un taux de succès, un taux d'identification de défauts de l'ordre de 85%. Alors que, hélas, les techniques de programmation par pair utilisées dans le monde agile ont un taux d'efficacité qui est relativement faible, de l'ordre de 10%. Les revues clients, vu que nos clients ne sont hélas pas suffisamment formés dans la mise en œuvre de revues, n'ont une efficacité que de l'ordre de 25%. Derrière, voyons toutes les activités de suppression pendant les tests. On a à mesurer, par exemple, l'efficacité des tests unitaires ou des tests système. On est aux alentours de 40 à 42% pour ces activités-là. Mais si nous mettons en œuvre plusieurs itérations de tests, nous aurons de l'ordre de 44% de défauts qui vont être trouvés par rapport à l'ensemble des défauts. Si toutes les techniques qui servent à éviter d'injecter des défauts sont mises en œuvre et que nous les effectuons correctement, nous devrions éviter l'introduction de 2754 défauts environ, soit 69% des défauts injectés. Il en restera 1500 environ à trouver par les tests, et si nous avons un taux d'efficacité de l'ordre de 44%, ça nous laisserait quand même 840 défauts environ à trouver, ou en tout cas à fournir aux clients. C'est bien entendu inacceptable, mais c'est ce qui est, hélas, trop fréquemment le cas chez les développements en France, enfin pour les développements en France. Le résultat des choses, c'est qu'il est nécessaire de mettre en œuvre des métriques, de mettre en œuvre des mesures basées sur des historiques, mais j'aurais tendance à vous suggérer de mettre plutôt des historiques dépendant de votre organisation plutôt que des dépendant d'autres organisations totalement étrangères à votre domaine. Donc, il faudra des mesures basées sur vos projets, pouvant identifier au minimum le nombre de défauts injectés et, à partir de là, le nombre d'activités d'amélioration nécessaires. Il est évident que vous mesurez déjà beaucoup de choses, que vous avez des ABAC, mais ces ABAC sont-elles périodiquement corrigées en fonction des résultats des projets actuels? Mon expérience me fait croire que ce n'est pas le cas. En tout cas, pas si je mets en œuvre, ou en tout cas si j'utilise les informations que j'ai sur les logiciels en France et sur les retards fréquents de livraison des logiciels. Alors, les causes existent, elles sont différentes. Il y a, entre autres, le fait que les métriques et les mesures sont considérées comme étant une charge de travail trop importante qui ne fournit pas une valeur ajoutée directe. C'est indirectement vrai, mais les métriques permettent d'ajuster les efforts selon des données historiques de nos projets, avec nos équipes de développement et de test, avec nos processus, plutôt que d'utiliser des statistiques provenant d'autres sources. Les métriques et les mesures ne sont aussi généralement pas comparées entre les acteurs d'une même industrie, ce qui veut dire que chacun a sa propre vision des choses, ses propres ABAC, mais que l'ensemble de la profession n'en bénéficie pas, ni leurs clients d'ailleurs.
Quels sont les attributs d'une bonne métrique, des métriques que j'appelle pragmatiques? Elles doivent être pertinentes au projet en cours, c'est-à-dire qu'elles doivent pouvoir s'adapter à la taille, à la complexité du projet, aux processus qui sont mis en œuvre, aux techniques et aux méthodes utilisées. Or, on ne peut pas prendre une métrique tirée du chapeau sans savoir comment elle a été calculée, ni ce qui influence cette métrique. Si nous souhaitons améliorer nos processus, que ce soit des processus de développement ou des processus de test, c'est bien l'efficacité du processus qui doit être mesurée. Et nous pouvons la mesurer, entre autres, par le nombre de défauts qui sont issus de ces processus ou qui sont trouvés par ces processus. Cela veut dire qu'il faut mesurer, qu'il faut analyser les valeurs de façon à trouver des moyennes et des écarts types qui vont nous permettre de définir le pourcentage d'incertitude lié aux données que l'on va fournir. Ces informations doivent aussi, ces métriques, doivent aussi être le plus exact possible, c'est-à-dire, même s'il existe un pourcentage d'incertitude, que ce pourcentage devrait être connu et le plus faible possible. Cependant, une métrique doit aussi permettre de prendre des décisions et on ne peut pas attendre la fin du projet pour utiliser des données. Donc on va se retrouver avec des données qui ont un pourcentage d'incertitude et c'est donc ce pourcentage d'incertitude, cet écart type dirais-je, le sigma que nous voyons dans le calcul de du pourcentage d'incertitude, ici, ce sigma qui définit le niveau d'incertitude. Dans un cas, par exemple, d'une société qui mettrait en œuvre des techniques de type Six Sigma, ça veut dire 3 défauts par million. Je crois qu'on est encore loin, on en est plutôt aux alentours de 85-86% de défauts trouvés, donc 15 à 16% de défauts qui sont fournis aux clients. Les métriques, comme je le disais, doivent permettre de prendre des décisions. Donc, les données doivent être fournies en temps utile, c'est-à-dire que le niveau d'exactitude ou d'inexactitude de la mesure sera plus important que si nous avions eu tout le temps pour mesurer. C'est évident. Donc, nous allons devoir fournir à nos parties prenantes, à notre hiérarchie, des informations incorrectes ou au minimum qui peuvent être sujettes à caution, mais nous devons identifier ce niveau d'incertitude. Alors, combien d'entre nous utilisent réellement des métriques de mesure pour prendre des décisions sur la qualité, par exemple, des processus, des produits ou peut-être d'autres activités? J'ai travaillé chez divers clients et je remarque que ce n'est hélas qu'un pourcentage extrêmement réduit. Vous-même, dans vos projets, comment mesurez-vous l'avancement de vos projets ou l'avancement de vos tests? N'hésitez pas à répondre par le chat. En général, la mesure d'avancement du projet s'effectue sur base du nombre de jours utilisés par rapport à une valeur arbitraire de nombre de jours qui a été fixée dans le temps. Et on sait aussi que généralement, pas toujours bien entendu, mais généralement, la durée du projet est aussi arbitraire. Elle est définie en fonction de divers aspects dans le contrat, dans la date de livraison que l'on a définie pour faire plaisir au client. Une manière de faire, pour s'assurer que les informations soient de bonne qualité, c'est de s'assurer qu'elles ont été revues et vérifiées par un collègue. On peut tous se tromper, c'est d'ailleurs ce que font beaucoup de développeurs, c'est pour ça que nous avons du travail en tant que testeurs. Donc, ce que nous faisons au sein de TESCO, c'est, pour chacun des livrables, d'exiger que chacun de ces livrables soit relu par, au minimum, 2 personnes, l'auteur et une personne supplémentaire, voire 2. Ce qui nous permet d'éviter des opinions subjectives, vous savez, ce qui nous fait dire que c'est suffisamment bon, et de limiter les défauts que nous laissons parfois par mégarde. Quel est le métrique que j'aurais utilisé ici? Aucun, si ce n'est que le nombre de fois où mes collègues et moi-même sommes amenés à nous excuser auprès de nos clients ou à travailler tard le soir pour corriger des anomalies que nous n'avions pas remarquées.
Je suppose que ça vous arrive aussi. Les métriques sont utiles pour s'assurer de la réalité des choses. Par exemple, pour mesurer l'audience d'une salle de conférence ou d'un banquet, vous avez diverses manières de faire, chacune ayant un pourcentage d'erreur plus ou moins élevé. On pourrait compter le nombre de tables, le nombre de couverts par table, ou le nombre de rangées de chaises, le nombre de chaises par rangée. Et ensuite, estimer le taux de remplissage en termes de nombre de personnes attablées ou de personnes présentes sur une rangée. Cela nous donnera une estimation qui est peut-être correcte ou peut-être totalement incorrecte si on est trop optimiste. Je vous fais penser par exemple à l'ensemble ou au calcul du nombre de personnes dans les manifestations selon qu'on est de la CGT ou qu'on est des forces de l'ordre. Donc, une autre solution pour mesurer le nombre de personnes dans notre conférence ou dans notre banquet est de demander à l'organisateur le nombre de personnes inscrites et peut-être aussi le nombre de personnes réellement présentes qui ont donc laissé leur bulletin d'inscription à l'entrée, par exemple. Cette manière nous donnera une information plus précise, mais par contre, elle prendra plus de temps. Or, quand vous gérez un projet, vous n'avez pas toujours le luxe d'avoir le temps de fournir des informations extrêmement précises. Donc, vous allez devoir utiliser des informations parcellaires, des informations incomplètes. Il est donc important de nous assurer que les informations que nous avons sont le plus correctes possible et basées sur des faits plutôt que sur des suppositions. Alors, on pourrait bien entendu s'inspirer d'Aristote et de ses maximes, dont nous ne connaissons pas le vrai si nous ignorons les causes, et donc extrapoler et dire que ce qui peut sembler raisonnable peut être faux. C'est un fait. Il nous est, de toute manière, nécessaire de connaître la vérité, la réalité, et donc de concevoir, d'utiliser des métriques pour pouvoir gérer nos projets, nos produits, nos processus avec plus de chances de succès. Alors, comment mesurer l'avancement de projets ou de nos tests? Alors, souvent, l'avancement d'un projet s'effectue en utilisant le nombre de jours par rapport à la durée du projet, on l'a vu. Pourquoi? Parce que la date de livraison, pardon, donc la durée du projet, est fixe dans le temps alors que les exigences continuent à évoluer pendant la durée du projet. Est-ce que vous avez déjà posé la question de savoir de quel pourcentage mensuel les exigences augmentent ou changent sur la durée de votre projet? En général, on tourne à environ 1,5 à 2% de changement d'exigence par mois de projet. Donc, au plus long est le projet, au plus de chances qu'il y ait des modifications. Le niveau de qualité des exigences, le pourcentage d'injection de défauts et les processus de conception n'est pas fixé. Donc, le niveau de qualité du produit n'est généralement pas défini, quelle que soit la date de livraison du projet. Nous pourrions avoir une métrique qui nous remonte le nombre de fonctionnalités développées par rapport au nombre de fonctionnalités à développer. Mais cela ne prend pas en compte la complexité ni la criticité des fonctionnalités développées, ni le niveau de qualité, c'est-à-dire l'absence d'anomalie de ces fonctionnalités. Dans le monde agile, nous avons la même métrique, mais basée sur les user stories pour une itération. Encore que l'on peut scinder les user stories dans le backlog du projet pour les affecter itération par itération, sprint par sprint, afin de se donner une illusion que tout le projet est sur de bons rails. Si une itération est supprimée, eh bien ça veut dire que les user stories de cette itération ne seront pas développées et cela devient de la responsabilité des clients qui décident de ne pas mettre en œuvre une itération plutôt que de l'équipe de réalisation. Néanmoins, le développement n'inclura pas ce qui a été supprimé. Donc, nous avons aussi d'autres métriques, la métrique des cas de test exécutés sur le nombre total de cas de test. Ça part d'une très bonne idée, mais c'est dépendant du nombre de cas de test conçus par les exigences. Certaines exigences, certains risques nécessitent plus de tests, donc plus de cas de test que d'autres. Si des cas de test ont été oubliés, ils seront oubliés à la fois dans le total et dans l'exécution. Et en plus, ils ne trouveront pas de défaut. Nous avons aussi une statistique fréquemment utilisée qui est la somme des défauts identifiés sur la somme des défauts corrigés.
Ces informations sont certainement utiles, mais elles ne donnent pas d'informations sur le pourcentage de défauts trouvés par rapport au nombre total de défauts qui devraient se trouver dans l'application. On se rend compte que ces mesures habituelles que nous utilisons sont, hélas, assez insuffisantes. Les métriques, nous pouvons les utiliser pour deux choses. Pour planifier les activités, bien entendu, prévoir les charges, prévoir les coûts en début du projet, mais aussi pour suivre l'avancement des charges, l'avancement des activités tout au long du projet. Qu'est-ce que nous devons prévoir? Qu'est-ce que nous devons mesurer? Nous devons mesurer les exigences ou les risques, si vous travaillez sur base des risques, de façon à informer les parties prenantes de l'état d'avancement du projet en termes de couverture des exigences ou des risques. Et dans le cadre de développement agile, ces activités doivent avoir lieu au début de chaque itération, de chaque sprint en développement séquentiel. Il est raisonnable de faire ça au début de chaque niveau de test et périodiquement pendant le projet. Si nous associons à la couverture des exigences la métrique de couverture des défauts trouvés et corrigés, ainsi que la localisation de ces défauts, leur criticité et leur durée de correction, nous aurons aussi une évaluation de la qualité du produit développé et peut-être aussi une identification d'informations sur le processus de correction des défauts. Donc, pour nous assurer de la qualité de nos processus, nous pourrions remonter des informations sur ces processus, sur les informations périodiques, par exemple chaque jour, chaque semaine, chaque mois, ou à chaque nouveau jalon. Alors, une des métriques que j'aime beaucoup, c'est celle-ci, c'est celle qui porte sur les exigences. Au début du projet, nous nous trouvons avec un ensemble, je vais vous le montrer ici, un ensemble d'exigences noires pour lesquelles nous n'avons aucune information, c'est-à-dire aucun test n'a été exécuté ou n'a été conçu, aucune anomalie n'a été trouvée. Nous avons en rouge les exigences pour lesquelles les tests ont été conçus et il y a au moins un test failed, une anomalie par exigence. Et nous avons en vert les exigences pour lesquelles les tests ont été conçus et exécutés et il n'existe plus aucun défaut, aucune anomalie sur ces tests-là. Qu'est-ce que ça nous permet de voir? Ça nous permet de voir en début de projet l'état du projet. En milieu de projet, on voit que le rouge commence à manger le noir et le vert commence à manger le rouge. Donc on a un nombre non négligeable de défauts qui sont identifiés et lesquels sont corrigés à ce troisième schéma où nous avons l'état en fin du projet, où nous avons un nombre très important d'exigences qui ont été couvertes par des tests passés avec succès, un nombre faible de défauts résiduels et un nombre faible d'exigences qui n'ont pas encore été exécutées. Qu'est-ce que l'on peut retenir de ceci? Eh bien que cette information nous permet d'identifier les exigences couvertes par des tests et donc d'informer clairement soit l'équipe de développement, soit la hiérarchie, soit les clients de l'état d'avancement du projet. Il est évident que nous pourrions utiliser cela aussi pour mesurer des risques, plutôt que de mesurer les exigences. C'est le même principe. Si nous travaillons sur base des criticités des exigences ou des criticités des risques, nous ne voyons pas sur ce schéma le niveau d'avancement et le niveau de couverture par les risques. Mais nous pouvons le détailler, et dans ce cas-ci, ici, nous avons sur notre ensemble de 6 schémas, les risques de priorité 1, la plus prioritaire, 2, 3, 4, 6 ou 9. Et donc, on voit que le risque de priorité 1, on n'a plus d'informations de risques qui ne sont pas encore traités. Tous les risques ont été traités. Il y en a beaucoup qui restent encore avec des défauts. Et il y en a un, au minimum, ou un petit peu, qui n'ont pas plus de défauts. Mais ce que nous pouvons voir, c'est que pour le risque de priorité 9, soit la priorité la plus basse, il y a déjà 25% des risques qui sont corrigés, pour lesquels il n'y a plus de défauts. Ce qui veut dire que le
le produit que nous fournissons, les processus de gestion par la priorisation des risques n'ont pas été suivis. C'est-à-dire que on voit le premier risque numéro 1 a été couvert, le risque numéro 2, il y a plus de risques qui ont déjà été, ou de cas de test qui ont déjà été exécutés, mais il reste des défauts, même chose pour le 3 et pour le 4, et ensuite on voit que le 6, on a plus de couverture que pour le 4, et pour le 9, on voit qu'on a beaucoup plus de couverture, et qu'on a même beaucoup plus de couverture de tests qui sont passés avec succès, ce qui est totalement incorrect si l'on veut travailler sur base des priorisations de nos exigences et de nos risques. Vous vous souvenez que vous avez aussi une autre information qui est l'information du nombre de défauts identifiés et du nombre de défauts corrigés. Cet exemple montre une variante composite de ce graphe d'anomalie. Le premier ensemble de données montré sous la forme d'une ligne rouge continue est le nombre cumulatif de défauts remontés. Le deuxième, en vert, est le nombre de défauts corrigés. Je vous ferai remarquer ce point-ci ici, qui est le nombre prévu d'anomalies à trouver en fin de projet. On voit que cette cible est au-dessus de l'axe moyen de correction et d'identification des défauts qui tendrait à aller vers 2500 ou 3000, au lieu de 2000. Donc on aura probablement 1000 anomalies de plus à trouver. Si nous n'avions pas cette information du nombre prévu d'anomalies à trouver en fin de projet, eh bien nous pourrions considérer que on est peut-être assez proche du niveau de qualité attendu pour le projet. Or, ce n'est pas le cas. Nous avons trois autres informations. Les petits plus verts ici qui nous fournissent l'information du nombre moyen, du nombre total ouvert par jour et fermé par jour. Donc le plus ce sont les fermés et le moins ce sont les ouverts. On voit que nous avons encore un nombre relativement important de défauts qui sont ouverts. Si nous souhaitions avoir une information, ou en tout cas une cible, on devrait avoir une croissance et puis une décroissance qui montrerait en fait que la courbe d'identification aura tendance à essayer d'être horizontale. Alors, je voudrais vous proposer trois manières ou trois métriques spécifiques. Le premier métrique, c'est ce que j'appelle le DDP, Defect Detection Percentage, c'est-à-dire le pourcentage de défauts détectés avant la livraison. Le deuxième, c'est la DRE, Defect Removal Efficiency, c'est l'efficacité de la suppression des défauts. Donc ce sont les nombres de défauts retirés avant la livraison en pourcentage. Et ensuite, je vous parlerai aussi de ODC, qui est une classification orthogonale dont on parlera un petit peu plus en détail dans ce webinaire. Prenons la première métrique, DDP, l'efficacité de détection des défauts au sein de nos projets. L'objectif est de trouver des anomalies pendant nos activités de test et de revue, et nous pourrions scinder cela par phase d'activité de notre projet. La métrique de DDP, pourcentage de détection de défauts ou d'anomalies, c'est le nombre de défauts trouvés pendant une phase du projet, divisé par le nombre de défauts trouvés pendant tout le projet, et vous pouvez d'ailleurs inclure les 3 premiers mois d'utilisation du projet, qui pourraient être considérés comme étant la garantie. Vous voyez que la même métrique peut être utilisée pour diverses phases du projet, quel que soit le cycle de développement utilisé. Dans le cadre d'un développement séquentiel, chacune des phases peut être associée à un DDP, sachant que le DDP pour chaque phase sera modifié tout au long du projet, sur base des anomalies qui ont été trouvées dans les phases ultérieures. Dans le cadre d'un projet agile, on pourrait mesurer le DDP par itération, par run ou par sprint, ou mesurer le DDP par phase ou activité, tout sprint confondu. Sur un projet de grande taille comportant plusieurs versions, on peut aussi mesurer le DDP par version. La détection est importante parce qu'elle nous permet d'identifier tous les défauts. Peut-être faut-il aussi identifier
d'abord les défauts les plus importants, les anomalies les plus importantes, les anomalies les plus critiques, et s'assurer qu'elles soient corrigées, parce que souvent ces défauts importants et critiques sont plus longs à corriger que des défauts mineurs. Donc l'objectif sera de s'assurer de trouver plus d'anomalies importantes que d'anomalies mineures. Donc on peut mesurer le DDP pour toutes les anomalies qui devraient être inférieur au DDP pour les anomalies critiques. Le DDP pour les anomalies critiques devant être, bien entendu, lui, plus important que les autres. Donc, cet aspect de comparaison des DDP entre anomalies critiques et anomalies non critiques nous permet d'identifier si nos processus sont efficaces. C'est-à-dire si nos activités de test découvrent des défauts importants par rapport à des défauts mineurs, dirais-je. Autre élément que l'on peut devoir prendre en compte, c'est la taille du composant. Il est évident qu'un composant qui a beaucoup de nombre de lignes de code ou beaucoup de points de fonction, ben, il y aura peut-être beaucoup plus de défauts qu'un composant plus petit. Alors, on peut aussi mesurer le DRE. Le DRE, c'est le Defect Removal Efficiency. On se rend bien compte que toutes nos anomalies détectées ne seront pas obligatoirement supprimées. Certaines seront considérées comme étant suffisamment mineures que pour ne pas être corrigées, ou la durée de correction ne sera pas suffisante. Donc on peut aussi mesurer le DRE, le Defect Removal Efficiency, et généralement il est différent du DDP vu qu'on aura plus de défauts trouvés que de défauts corrigés. Alors, comment est-ce que vous allez pouvoir faire pour avoir des métriques qui sont réellement pragmatiques? Alors je vais prendre une comparaison. Je suppose que vous avez un permis de conduire et que vous mesurez la distance qui vous sépare du véhicule qui vous précède. Bien entendu, on ne la mesure pas exactement, pas avec un mètre ruban ou quoi que ce soit, mais on l'estime. Et notre estimation est quelquefois un petit peu trop optimiste ou un petit peu pessimiste. Quelquefois on est trop court et on risque de toucher le véhicule devant nous en cas de freinage d'urgence. Alors, une solution serait d'utiliser des métriques de substitution, telles que le nombre de secondes entre deux véhicules. On se rend bien compte qu'une mesure en secondes n'est pas réellement une mesure de distance. Par contre, c'est quelque chose de simple, de facile à mesurer, et cette distance physique augmente en fonction de la vitesse des véhicules pour le même nombre de secondes. On parlera ici d'une métrique de substitution. Et en substituant une métrique par rapport à une autre, aussi efficace que la précédente, eh bien, on a la possibilité de mesurer de façon pragmatique quelque chose qui n'est pas 100% exact, mais qui est suffisamment exact par rapport à nos objectifs. Et en fait, on peut paraphraser ce que disait Tom Gilb, qu'une métrique de mauvaise qualité est toujours meilleure que pas de métrique du tout. Surtout que ces métriques peuvent être améliorées au cours du temps. Alors, il est évident que nous allons devoir concevoir des métriques utiles pour notre projet, pour nos parties prenantes. Alors, est-ce qu'il en faut? Oui, bien entendu, mais combien? Au plus on a de métriques, au plus on a d'informations. Mais d'un autre côté, au plus on a de métriques, de mesures, au plus on va demander une charge de travail importante aux participants du projet de façon à remonter ces métriques, et ça va nous fournir à nous, test managers, des problèmes, ou en tout cas une charge de travail plus importante que ce que nous avions envisagé initialement. Si on est noyé sous des masses de chiffres, cette masse de chiffres a dû nous être remontée par nos collaborateurs, et il faut être certain que ce qui a été remonté est suffisamment intéressant et utile. Donc on a intérêt à, dans une certaine mesure, limiter le nombre d'informations remontées, automatiser cette remontée d'informations, voire la prise de mesure, afin de limiter l'effort des testeurs pendant le projet de test. Quand on remonte des métriques, on devrait essayer d'associer des interprétations à certaines tendances. Et donc, il peut être nécessaire de clarifier dès le début du projet les interprétations que nous ferons
si nous trouvons une tendance ou une autre afin d'éviter ou de minimiser les divergences d'opinion entre les parties prenantes. Chacun voit midi à sa porte. Donc, une augmentation du nombre d'anomalies identifiées peut être intéressant pour les testeurs, parce qu'elle démontre que le test trouve des défauts, mais pour les développeurs, ça implique surtout un accroissement de la charge de travail, donc quelque chose de négatif. Les intérêts des uns et des autres influenceront donc l'interprétation que l'on fera d'une mesure ou d'une tendance sur des mesures. Alors, nous n'avons pas à simplement mesurer et à garder l'information pour nous. Nous avons à transmettre cette information pour que nous puissions, sur le projet, avoir des décisions qui sont prises, des décisions qui sont efficaces. Donc, il faut fournir cette information aux parties prenantes. En général, un test manager a 4 parties prenantes. D'une part, l'équipe de testeurs, à qui il doit fournir des informations sur ce qui a été fait, ce qui reste encore à faire. Les clients, les utilisateurs, qui généralement sont ceux qui définissent les exigences et les objectifs métiers pour le produit. La hiérarchie, qui définit les budgets et les ressources que le test manager peut utiliser, et l'équipe de développement, qui, comprenant les analystes, les architectes, les concepteurs de bases de données, d'interfaces, etc., se focalise sur les composants et le niveau de qualité de ces composants. Chacune de ces parties prenantes a des objectifs différents, a des préoccupations différentes, quelquefois même contradictoires. Voyons un petit peu les attributs d'un bon reporting sur base de métriques bien entendu. Un bon reporting doit être facile à comprendre, il ne doit pas être complexe à mémoriser ou à interpréter, et bien entendu, il ne doit pas être ambigu. Ne pas laisser la place à des interprétations contradictoires. Si vous identifiez des points qui peuvent bénéficier de commentaires ou de précisions, n'hésitez pas à inclure ces précisions sous forme de notes ou de commentaires dans les graphiques que vous fournissez, comme je vous l'ai montré précédemment. On voit qu'une bonne métrique est améliorable et doit permettre l'amélioration à la fois du produit et du projet, mais aussi des processus. L'identification des causes à l'origine des résultats est quelque chose qu'il ne faut pas oublier, parce que si on voit quelque chose, il faut évidemment pouvoir répondre aux questions qui vont se poser par les diverses parties prenantes, entre autres le pourquoi telle ou telle information est sortie de cette manière-là. On comprend donc que le reporting a pour objet, d'une part, d'informer sur ce qui s'est passé, mais aussi d'anticiper, de permettre de prendre des décisions. Et en ayant une vision du projet à un instant, en identifiant les tendances, surtout si elles sont mises en relation avec les résultats de mesures similaires prises précédemment, on peut remonter ces informations dans le graphe et identifier ce qui risque de se passer dans le futur, toute autre chose étant égale par ailleurs. Les besoins ou les soucis de la hiérarchie sont par exemple des aspects de coûts, de dérapage de durée, de risques, de problèmes de date de prévision de livraison, etc. Et bien entendu, on peut aussi regarder les aspects d'efficacité des méthodes et des processus, entre autres avec des métriques telles que le DDE et le DRE. Les utilisateurs, eux, vont plus se focaliser sur la disponibilité d'exigences réalisées, bien entendu, le pourcentage des fonctionnalités qui seront livrées en temps et en heure. Les équipes de développement, elles, se focaliseront beaucoup plus sur des informations, par exemple, liées aux composants, liées au nombre de défauts par criticité, peut-être au temps moyen de correction des défauts, voire même aux fonctionnalités qui sont de bonne qualité ou qui ne le sont pas. Nos équipes de test vont, elles, se focaliser sur le pourcentage, par exemple, de fonctionnalités qui sont couvertes avec succès, exactement comme dans les camemberts vert, noir et rouge que je vous ai montré précédemment. On peut bien entendu avoir des informations plus détaillées telles que l'effort par criticité en termes de défauts, en termes de risques, en termes d'exigences, le pourcentage de couverture des composants, par exemple pour identifier le code mort, etc.
voir des typologies de causalité des défauts, c'est-à-dire quelles sont les origines des défauts. Pour cela, je vous propose d'utiliser ODC. ODC est une technique qui a été proposée par IBM au début des années 80, et elle se base sur une identification des processus que nous voyons ici à droite, où nous avons un processus de conception qui se termine par une revue de conception, un processus de codage qui se termine par une revue de code, un processus de test utilisateur, de test fonctionnel et de test système. Et chacun de ces processus de revue ou de test s'effectue après une activité de conception, de codage, etc., lesquels ont comme capacité d'identifier des défauts qui sont introduits par chacun de ces processus. Nous voyons par exemple sur le schéma ici à gauche que les problèmes de logique peuvent être présents dans des revues de spécification ou des revues de conception, ce qui est tout à fait normal. Par contre, qu'ils soient présents lors de tests fonctionnels ou de tests système est tout à fait anormal. Ils auraient dû être trouvés bien plus tôt. Ce qui veut dire que les activités de revue de conception, voire de revue de spec, n'ont peut-être pas été tout à fait efficaces. Si l'on regarde par exemple les interactions, elles sont ici, elles sont à voir pendant les tests fonctionnels. On a les tests fonctionnels, les interactions, elles sont vues ici, ce qui est bien, mais elles sont aussi vues, pour un relativement grand nombre, dans les tests système, voire dans les tests utilisateurs. Donc, les tests fonctionnels n'ont pas été suffisamment efficaces et ils auraient dû trouver 3 fois plus de défauts de type interaction. Nous voyons donc que pour un projet, ODC nous permet d'identifier pas mal de choses intéressantes sur l'efficacité du processus et la maturité du produit. Si nous comparons sur plusieurs processus, ici nous en avons 17, sur plusieurs composants, 17 composants, on voit que un nombre important de défauts ont été vus dans les tests fonctionnels, ce qui est relativement normal, alors qu'ils auraient peut-être dû être trouvés de façon plus précoce. L'intérêt de ODC est donc de nous fournir, à partir de défauts corrigés ou non, des informations sur les typologies d'anomalies et, partant, des informations sur la maturité du produit et la maturité du processus. Quelquefois, nous avons aussi des projets qui prennent du retard. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ce type de graphique, mais c'est un graphique que nous appelons un graphique temps sur temps qui nous permet d'identifier qu'un projet, par exemple, prend quelques semaines de retard ici, il a pris 3 mois de retard en 1 mois. Nous avons ici un autre projet qui prend 1 semaine de retard par semaine ou 1 mois de retard par mois de projet. Conclusion, il n'arrivera jamais à se terminer efficacement. Cette mesure et ce suivi des jalons nous permet d'identifier si notre projet est sur de bons rails. C'est une autre métrique, une autre mesure que nous devrions suivre sur chacun de nos projets. Cela peut être des jalons que nous allons suivre, ça peut être des dates de livraison, etc. Ça, c'est à vous à choisir ce que vous souhaitez mesurer. Il y a bien entendu un nombre non négligeable d'autres aspects qui sont souvent ignorés. Par exemple, combien devait-il y avoir de défauts dans le logiciel? Alors, il existe des métriques nous permettant d'anticiper cela, mais je ne suis pas du tout certain que vous les mettiez en œuvre. J'utilise personnellement ces métriques pour mesurer selon la complexité du logiciel, la typologie du logiciel, la taille du logiciel, le nombre anticipé de défauts qu'il doit y avoir dans le logiciel, et cela me donne relativement satisfaction. J'ai pu le mesurer sur quelques cinquantaines de projets. Autre chose, c'est qu'est-ce qui est nécessaire de mettre en œuvre en termes d'efforts de test. C'est-à-dire, quel effort sera nécessaire pour tester complètement. Ça nous permettra d'associer à des criticités d'exigence des efforts de test plus ou moins importants. Donc, on sera capable de proposer
une évaluation de l'effort de test global, quitte à réduire les niveaux de criticité des exigences pour tenir dans le budget qu'on s'est attribué. Autre chose que l'on peut mesurer, c'est qu'est-ce qui est réellement critique. On a beaucoup d'utilisateurs et de clients qui considèrent que toutes leurs exigences sont critiques. Sinon, ils ne les auraient pas indiquées. Tout ce qui est critique devrait bien entendu être testé avec un effort plus important que des choses qui ne sont pas critiques. Donc, l'augmentation du nombre d'éléments critiques entraînera automatiquement une augmentation de l'effort de test. Ce qui veut dire, bien entendu, aussi une augmentation du budget, voire des délais. Et donc, il peut être nécessaire de réduire le nombre d'éléments, exigences ou risques que l'on considère comme critiques. Quels sont les composants qui ont le plus de défauts? Ceci nous permettra, par exemple, d'identifier les agrégats de défauts. Vous vous souvenez, la loi de Pareto, elle s'applique aussi aux composants. Certains composants ont plus de défauts parce qu'ils sont plus gros, d'autres composants ont plus de défauts parce qu'ils sont plus complexes ou parce qu'ils sont développés par une équipe de développeurs qui sont peut-être un petit peu moins compétents que d'autres. Est-ce que les défauts identifiés sont ceux auxquels on s'attend? J'imagine que vous faites de temps en temps une analyse des composants qui sont les plus risqués, des endroits où vous vous attendez à trouver plus de défauts. Et donc, si vos activités de test associées à ces activités de conception trouvent des défauts de ce type, c'est bon. Mais si ce n'est pas le cas, il est possible que nos activités de test ne soient pas efficaces, que nos tests coûtent plus cher qu'ils ne devraient réellement nous coûter, et donc, il faut nous assurer qu'ils trouvent ce qui est attendu en termes de défauts. Autre solution, ou en tout cas autre mesure que nous pourrions mettre en œuvre. Combien coûtent nos défauts? Ceci est nécessaire pour mesurer nos coûts et identifier des axes d'amélioration tels que la mise en place de revues ou de tests unitaires automatisés. On peut aussi mesurer l'efficacité de nos activités de test. Quelles sont les techniques qui sont les plus efficaces, c'est-à-dire quelles techniques de test trouvent le plus de défauts? Alors j'imagine que vous utilisez des techniques telles que les partitions d'équivalence, l'analyse des valeurs limites, mais peut-être pourriez-vous aussi utiliser d'autres techniques, peut-être plus efficaces, telles que les tables de décision, les tables d'état et de transition, les user stories, les cas d'utilisation, etc. Ici, on commence à s'intéresser à l'implémentation correcte ou non des techniques de test, telles que celles qui sont enseignées par l'ISTQB. Nous fournissons bien entendu ce type de formation. Et l'objectif est d'essayer d'avoir uniquement les techniques qui sont les plus efficaces pour trouver des défauts. Maintenant, trouver des défauts est une chose, mais ce serait quand même mieux si nous avions la possibilité d'éviter d'introduire de défauts. Donc, il peut être nécessaire de mesurer quels sont les processus qui introduisent le plus de défauts, et généralement, ceci est associé à l'attente en termes de typologie de défauts suite à une activité de conception, un petit peu ce que l'on peut voir avec ODC. Ces activités de conception qui génèrent beaucoup de défauts seraient bien entendu celles qui devraient être améliorées en priorité de façon à limiter le coût des tests et aussi les charges de développement pour la correction. Toutes les activités de test prévues ont-elles été exécutées? Et quelle est leur efficacité? Si certaines activités de test ne sont pas exécutées, par exemple des activités de test unité ou de test d'intégration, eh bien ça va laisser passer des anomalies qui devront, pour bien faire, être identifiées dans les phases suivantes. Si elles ne le sont pas, ce qui peut arriver, cela sera un ensemble d'anomalies qui seront livrées aux clients. Il est donc nécessaire de nous assurer que tout ce que nous avions prévu de faire, toutes les tâches et actions planifiées de test, ont été correctement exécutées. Et si elles ne l'ont pas été, nous devrions pouvoir mesurer aussi l'impact que cela a en termes de DDP et DRE. Donc nous aurons des statistiques d'efficacité de chacune de ces tâches, ce qui nous aidera à déterminer les tâches à améliorer en priorité. Comme vous le remarquez, les aspects d'amélioration des processus pour obtenir une meilleure rentabilité et une efficacité accrue nécessitent des métriques. Nous aborderons l'aspect d'amélioration des processus dans un prochain webinaire. Bien, nous arrivons maintenant à la fin de cette présentation. Voyons les informations que l'on peut obtenir. Alors, il est évident que les métriques sont utiles et permettent d'informer, d'éclairer, d'influencer les diverses parties prenantes. Elles permettent aussi de mieux comprendre et de mesurer la rentabilité de nos processus de développement et de nos processus de test. Elles permettent aussi d'assurer la qualité des produits logiciels que nous livrons. Il y a d'autres manières de faire cela, exemple avec ODC, mais ces diverses techniques sont des choses que nous fournissons sur base
de formation sur la métrologie. Nous devrions utiliser un nombre relativement restreint de métriques. Il y a bien entendu des standards, je pense entre autres à l'ISO 9126-2, 3 et 4, ou à divers ouvrages, tels que l'ouvrage de M. Kahn, qui nous propose des centaines de métriques et de mesures. Je ne suis pas certain que nous ayons à utiliser chacune des métriques proposées. Cependant, nous devons utiliser des métriques qui sont pragmatiques, celles qui nous permettent de comprendre et de faire comprendre l'avancement de notre projet et la qualité des produits logiciels à livrer. Certaines métriques peuvent être complexes ou lourdes à mesurer. N'hésitons pas alors à utiliser des métriques de substitution. Et bien entendu, il faut s'assurer que les parties prenantes comprennent nos métriques et ce que ces informations leur fournissent en termes de tendance, en termes d'information. Donc, il faut que les métriques soient associées à un aspect de reporting efficace, simple et adapté à chacune des parties prenantes. Donc, pour concevoir de bonnes métriques, première chose à faire, définir des bons objectifs, c'est-à-dire ce que vous souhaitez mesurer et pourquoi, identifier les questions à poser, c'est-à-dire les mesures et les métriques à prévoir, et ensuite définir les objectifs en termes de ces mesures, de ces métriques, de façon à pouvoir comparer ce qui est réalisé par rapport à ce qui était attendu. Alors, deux derniers points. Utilisez les buts pour proposer des améliorations utiles de vos processus de test. Comme ça, vous allez toujours être plus performant et vous serez capable de montrer cet accroissement de performance. Et surtout, n'utilisez pas les métriques de produits ou de processus pour estimer les individus, parce que si vous le faites, ce sera extrêmement démotivant, donc ne le faites jamais, jamais. Bien, je suis donc maintenant, on va mettre la petite slide de publicité et je répondrai à toutes vos questions si vous en avez. Nous sommes à la fin de ce webinaire.